Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la réponse à la crise. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce dernier volet de cette trilogie. Avant de démarrer, quelques précisions techniques. Si toutefois vous rencontrez un souci technique pour vous connecter, n'hésitez pas à utiliser votre téléphone portable selon les indications qui s'affichent à l'écran. Nous vous invitons également à utiliser l'onglet questions. Si toutefois vous avez des questions à nous adresser pendant la session, nous prendrons quelques minutes en fin de webinaire pour y répondre. Nous vous invitons également à utiliser l'onglet chat pour nous confirmer que vous nous entendez correctement et que vous voyez correctement l'écran. Avant de démarrer, nous allons patienter quelques petites minutes pour laisser le temps à chacun d'entre vous de se connecter. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'onglet questions pour nous adresser l'ensemble de vos questions pendant toute la durée de la session. Nous prendrons quelques minutes en fin de session pour y répondre. Et vous pouvez également nous confirmer à travers le chat que vous entendez correctement et que vous voyez correctement l'écran. Nous allons maintenant pouvoir commencer cette session. Je suis aujourd'hui accompagnée de Gauthier Porot, le directeur de la gestion de crise pour la région IMIA chez International SES. Bonjour Gauthier. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Et je suis moi-même, donc Laetitia Chakas, responsable du pôle conseil pour la région Europe du Sud chez International SES, donc pour la France et pour l'Espagne. Excusez-moi. Comme vous le savez, la session d'aujourd'hui s'inscrit dans une trilogie de webinaires que nous avons conduit depuis plusieurs semaines maintenant. La première session portait sur les fondamentaux de la gestion de crise. Nous avons notamment répondu à la question de quelle est la définition et quelles sont les caractéristiques d'une crise. La précédente session portait sur les crises et l'humain, notamment sur comment être la solution et non le problème en temps de crise, la crise et nous-mêmes et les biais cognitifs ainsi que leur antidote. Et aujourd'hui, la thématique porte sur la réponse à la crise. Nous tenterons de répondre aux questions suivantes. Quelles sont les bases de référence de normalisation? Quels sont les 3 piliers stratégiques de réponse à la crise et comment les utiliser? Pour rappel, pour ceux qui ont raté les sessions précédentes, l'ensemble des replays sont disponibles sur notre site internet internationalsos.fr. Et si toutefois vous avez une question, n'hésitez surtout pas à nous contacter, nous serons ravis d'y répondre. Pour la session d'aujourd'hui, nous allons revoir rapidement le contenu de la précédente session donc, qui portait sur les biais cognitifs, les crises et l'humain. Nous nous intéresserons ensuite aux bases référentielles de la normalisation et ensuite Gauthier nous expliquera quels sont les 3 piliers de la réponse à la crise. Je vous propose désormais de s'intéresser donc au récapitulatif de la session précédente qui portait sur les crises et l'humain. Nous avons notamment vu les différents biais cognitifs, mais plus particulièrement les antidotes. Et donc, je vous propose d'en retenir 6, qui sont les suivants. Le premier étant de se connaître soi-même, ce qui est essentiel en temps normal, mais surtout en temps de crise. Le second est d'avoir le bon état d'esprit en évitant les pièges. Et je pense là notamment au débat sémantique sans fin, ou de prendre les choses personnellement, ce qui ne va vraiment pas aider en temps de crise et dans l'urgence. Il faut donc être agile et synthétique et retenons cet élément fort et très important, mieux vaut une solution incomplète à temps plutôt qu'une solution complète trop tard. Le troisième antidote que nous avions vu dans la précédente session était d'être contre-intuitif. Pour cela, nous avions eu une étude de cas sur le B17 qui nous expliquait l'importance vraiment d'être contre-intuitif et notamment en période de crise. Le quatrième antidote était de renforcer ses équipes et notamment la notion d'interopérabilité qui est essentielle également. Enfin, d'être méthodique et la dernière solution, le dernier antidote, si je puis dire, est d'être audacieux, rusé et averti en temps de crise. Encore une fois, si toutefois vous souhaitez réécouter le replay de la précédente session, il est disponible sur notre site internet. Je vous propose désormais de vous intéresser aux bases référentielles de la normalisation. Mais avant cela, permettez-moi une rapide introduction à notre méthodologie de réponse à la crise. Donc, le monde actuel, comme vous le savez, est considéré comme très volatile en raison de divers facteurs, comme la mondialisation, l'instabilité politique, les inégalités socio-économiques, le changement climatique, le progrès technologique ou les risques cyber.
Ces facteurs et d'autres ont conduit à un environnement mondial plus complexe et plus dynamique, où les événements et les développements dans une partie du monde peuvent avoir un impact significatif sur d'autres régions et où à l'avenir est plus difficile à prévoir. Les normes ISO, donc de cette organisation internationale de normalisation, sont importantes et efficaces parce qu'elles fournissent un ensemble commun de règles et de lignes directrices que les différentes industries et organisations doivent suivre. Elles contribuent à garantir la cohérence, la sécurité et la qualité des produits et des services et facilitent la communication et le commerce entre les différents pays. Sur la base de ce nouvel environnement et de cette réflexion, nous avons pris la décision de créer une méthodologie dite à taille unique en gestion de crise, complètement alignée avec les lignes directrices ISO 22361 et en conformité avec les deux autres normes 22320, donc ligne directrice pour la gestion d'incidents, et 22325, gestion d'urgence, évaluation de capacité. Comme mentionné lors de notre précédent webinaire, la gestion de crise est une pratique qui doit être agnostique et surtout connue de toutes et tous au sein d'une organisation, car les crises ont pour particularité de n'épargner personne quand elles se produisent. De fait, cela nous concerne tous au sein d'une organisation. En outre, une méthodologie à taille unique a les avantages suivants. Tout d'abord, la cohérence, donc pour traiter des situations similaires ou différentes, ce qui contribue à garantir le même niveau de qualité et de normes. L'efficacité également. Une méthodologie normalisée contribue à rationaliser les processus et à les rendre plus efficaces. Également une meilleure communication. Une méthodologie à taille unique améliore la collaboration entre les différentes équipes, les différents services et même les organisations, parce qu'ils parleront le même langage et utiliseront la même approche. Il y a également une meilleure formation. Une méthodologie normalisée rend la formation plus efficace, car les collaborateurs doivent apprendre qu'une seule approche unifiée de processus. Une meilleure conformité aussi. Une méthodologie unifiée va aider les organisations à se conformer aux réglementations et aux normes du secteur. Et enfin, l'évolutivité, puisque disposer d'une méthodologie normalisée pouvant être appliquée à différentes situations et organisations peut aider la méthodologie à être évolutive et à s'adapter à différents environnements. Avant de rentrer dans les détails de notre méthodologie de réponse à la crise, j'aimerais souligner ici quelques éléments en lien avec cette nouvelle norme ISO 22361, donc ligne directrice de gestion de crise qui est parue en 2022. Chacun peut avoir une opinion sur les différentes normes ISO qui sont parfois jugées un petit peu complexes, voire un petit peu sèches. Cependant, force est de constater que cette nouvelle ligne directrice est une excellente surprise, si je puis dire, à la fois par son contenu que par sa structure. Nous avons 7 points essentiels à retenir de ce document que nous allons revoir ensemble. Tout d'abord, comme je le recommandais dans le slide précédent, une approche agnostique de la pratique de gestion de crise est recommandée. Ensuite, la perception du cycle de vie d'une crise se fait en 3 temps. Nous l'avions vu dans la première session, l'avant, le pendant et l'après, avec la notion de rétexte, de retour d'expérience qui est extrêmement importante ici, et de consolidation également. La communication de crise, qui auparavant semblait être une pratique isolée et propre à elle, à partie intégrale de la pratique de la gestion de crise, elle est intégrée à l'ensemble de la pratique. Et cette nouveauté est là un changement majeur. La présence d'éléments dits de soft skills, comme le disent nos collègues anglo-saxons, en lien avec le savoir-être et non pas uniquement avec le savoir-faire et l'expertise métier. Ce sont aussi des parties intéressantes de cette norme, pour n'en citer que 2, l'éthique et le leadership. C'est un excellent travail qui a d'ailleurs été fait à cet endroit pour la norme. Le document adresse de manière exhaustive la composante culture, qui revêt un élément essentiel dans la gestion de crise. Nous l'avions d'ailleurs mentionné avec Gauthier lors du précédent webinaire, avec les 3 mois. Et nous sommes ravis d'ailleurs que cela figure dans cette norme. Ensuite, la prise de décision stratégique a enfin ses lettres de noblesse. Fini l'approche superficielle, bienvenue à une méthode qui est complète et viable dans le temps. Et enfin, la gestion de crise est présentée comme un parcours d'apprentissage à entretenir à tous les niveaux chaque année. C'est une vision que nous partageons profondément avec Gauthier et qui commence à être observée d'ailleurs dans différentes organisations. Comme vous le savez, nous aimons beaucoup le benchmark et c'est quelque chose que nous retrouvons régulièrement. Ici, vous pouvez observer la pondération du contenu de cette norme qui fait encore une fois la part belle à 4 sujets principaux qui sont les suivants, donc le contexte, les concepts et les principes fondamentaux, la construction d'une capacité en gestion de crise, la communication de crise et enfin la formation, la validation et la consolidation. L'ensemble de ces sujets, nous les avions évoqués dans les précédents webinaires. Enfin, nous souhaitions partager avec vous donc 5 principes clés qui sont dans cette ligne directrice ISO 22361 de gestion de crise, qui sont les suivants: la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques, la prise de décision, la communication, l'éthique et la formation, qui forment un essaim d'abeilles, si je puis dire. Et le document donne pour chacun de ces principes clés une définition claire et précise
sur de quoi s'agit-il, ainsi que sur ce qui est attendu de chacun de ces éléments. Je vous propose désormais de passer au cœur de ce webinaire aujourd'hui, qui sont donc les 3 piliers de la réponse à la gestion de crise. Et Gauthier, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Laetitia. Rebonjour à tous. Donc, comme expliqué lors de nos précédents webinaires, nous vous recommandons de mettre en place au sein de vos organisations un programme de gestion de crise pragmatique, simple et agnostique, encore une fois, comme mentionné par Laetitia et comme vu dans la norme ISO. Ça signifie que c'est applicable à tous les domaines d'une organisation et ce n'est pas seulement le domaine réservé d'une entité. Et il faut pouvoir couvrir les 3 phases de la crise, comme mentionné avant, pendant, après. Mais aujourd'hui, nous nous intéresserons à la réponse à la crise. Cette phase cruciale pour chaque organisation doit être, par définition, en fait, le plus court possible. Et techniquement, on passe plus de temps à l'avant-crise et à l'après-crise que pendant la crise. Et l'objectif est assez simple et logique et je vais pouvoir vous le présenter dans les prochaines minutes. En effet, comme vous vous en doutez, l'objectif final de la gestion de crise, c'est de ne jamais entrer en crise, en fait. Et comme le disait l'amiral King, un amiral américain, la marque d'un grand navigateur est de ne jamais se retrouver dans des situations qui exigent de la grande navigation. Donc, un bon travail d'anticipation combiné avec une réponse efficace vous permettra une mise à l'abri rapide de votre organisation ainsi qu'un retour à la normale dans les plus brefs délais. Dans la phase de réponse à la crise, on identifie donc 3 piliers, 3 activités principales et essentielles qui sont le contrôle de la situation, l'orchestration des équipes et la résolution de la crise à proprement parler. Si on va sur le prochain slide, il est bon, je pense, de se rappeler que dans le premier volet de notre trilogie, nous avons décrit l'environnement extrêmement complexe, volatile, ambigu d'une crise. Et dans le second volet, nous vous avons démontré l'effet d'une crise sur notre cerveau, nos personnes, ainsi que sur nos jugements et nos décisions. Ces 3 piliers, en fait, permettent de neutraliser cet environnement chaotique en canalisant, en filtrant et en rendant intelligible ce qui doit l'être, en fait. Quelles sont les réelles informations qui m'importent pour sortir de cette crise ou pour isoler cette crise et la neutraliser? Ces 3 piliers ont chacun des objectifs très distincts et différents, mais ils sont bien sûr complémentaires. Le premier, pour contrôle de la situation, le but, c'est de changer le bruit en son. Une crise, au début, est un énorme bruit, difficilement perceptible. Il nous faut, comme un orchestre, amener par l'aide du premier violon, amener tout le monde à l'unisson, comprendre de quoi il s'agit. Le deuxième pilier, qui est l'orchestration des équipes, l'objectif est clairement d'organiser et d'activer vos capteurs et vos effecteurs. En fait, vos capteurs et vos effecteurs sont vos collaborateurs qui vont maintenant jouer 2 rôles, qui sera vos yeux et vos mains. On y reviendra un petit peu plus tard. Et enfin, la résolution de la crise qui lui a pour but de vous forcer à ralentir pour accélérer. Ce qui est un peu contre-intuitif, mais on a dit la gestion de crise est contre-intuitive. On regardera en détail la méthode pour pouvoir résoudre et prendre une décision dans la réponse à la crise juste après. Chacun de ces 3 piliers, comme je l'ai dit avant, sont interdépendants les uns des autres et donc ils s'alimentent et se nourrissent mutuellement. Ce sont des activités et des processus vivants qui doivent être conduits de manière continue, en tout cas jusqu'à la sortie de crise. Mais Laetitia, tu avais raison, on peut passer au prochain slide. On va regarder d'abord ensemble le contrôle de la situation. Alors ici, il ne faut pas confondre le contrôle de la situation avec la conscience situationnelle, qui elle en fait repose uniquement sur la compréhension de l'environnement en présence. Ce pilier ici, le contrôle de la situation, a pour objectif d'évaluer, de comparer et d'agir directement sur l'environnement dans lequel nous nous trouvons afin d'en garder le contrôle à proprement parler. Et il y a 3 phases, comme je viens de le mentionner. Il faut tout d'abord évaluer la situation. On évalue la situation en répondant aux 3 questions stratégiques suivantes. Quels sont les impacts et les effets de la crise sur mon organisation dans sa globalité? Quelle est ma liberté de manœuvre dans cet environnement-là? Où suis-je libre? Où suis-je lié? Et quelle est ma capacité minimum et maximum? Enfin, comment peut se développer la situation? Différents risques complémentaires ou additionnels? Et quelles opportunités? Souvenez-vous de la gestion de crise positive. Quelles sont les opportunités pour moi, pour mon organisation, dans cette crise-là, à court, moyen et long terme? Et donc, cette première évaluation permettra de nous donner un statut général, une image générale de l'état de notre organisation dans la crise ou au début de la crise, ainsi qu'une idée de notre exposition à celle-ci. L'élément essentiel à retenir ici, c'est DQS. De quoi s'agit-il? Toujours être capable, dans le contrôle de la situation, de répondre à cette question. De quoi s'agit-il? Et le moment
où vous n'êtes plus capable de répondre à cette question, ça veut dire que vous avez perdu le contrôle de la situation et il vous faut relancer ce processus. Donc phase 1, évaluer la situation. Ensuite, il nous faut comparer la situation. Mais la comparer à quoi? Il faut identifier les deltas existants entre notre état final désiré. Donc on doit toujours, en temps de crise, se dire, OK, où est mon état final et comment est-ce que je vais y aller? Quel est mon cheminement jusqu'à la sortie de crise? En comparaison avec la situation dans laquelle je me trouve. D'où l'importance que le contrôle de la situation soit un processus continu, non-stop tout au long de la gestion de crise. Ensuite, il vous faut comprendre la nécessité d'agir afin de vous prémunir d'autres menaces et ou afin de regagner votre liberté de manœuvre. Et surtout, et ça c'est un élément essentiel, la communication tout au long de la gestion de crise. Il faut pouvoir communiquer tout changement de paradigme majeur aux équipes afin de rester concentré sur les problèmes principaux et ne pas vous laisser distraire par ce qu'on appelle des éléments parasitaires. Et là, on parle souvent de savoir faire la différence entre le spectacle principal sur lequel vous devez vous concentrer et les spectacles secondaires qui très souvent sont parfois générés par les réseaux sociaux ou par d'autres moyens. Enfin, après avoir mené ces 2 premières étapes, il vous faut agir pour regagner ce contrôle à la lumière de ce qui a été identifié précédemment et ce par le biais de mesures immédiates, de mesures d'urgence, points en suspens, principe de priorisation et par l'attribution aussi de ressources ou l'établissement d'une réorganisation des équipes. Et ça, on va le voir après sur votre constellation et votre organisation des équipes. L'information utilisée dans ce premier pilier du contrôle de la situation repose sur différentes sources. Et là, vous pouvez aller piocher où vous le souhaitez. On peut penser aux collaborateurs, aux médias, réseaux sociaux, entités gouvernementales, organes indépendants, sources ouvertes, fournisseurs d'informations, partenaires, etc. L'élément à retenir ici, et qui est essentiel, c'est qu'il vous faut utiliser uniquement des faits avérés et confirmés, et surtout pas des hypothèses ou des suppositions. Parce que ma capacité de contrôler la situation et l'environnement repose sur l'exactitude de la réalité que je me fais. Si celle-ci se base sur des informations incomplètes ou erronées, alors l'ensemble de mon raisonnement et de ma perception et de mes décisions et in fine de mes actions le seront aussi. Les livrables attendus pour ce premier pilier peuvent prendre différentes formes, sous format papier ou digital. Ça peut être un tableau de bord, ça peut être un journal, une liste d'actions ou diverses visualisations. Moi, personnellement, je travaille sur une grande feuille A1 qui regroupe en fait l'ensemble des éléments mentionnés dans ce slide. Le rythme de conduite du pilier, comme on l'a déjà mentionné, c'est proactif et c'est continu tout au long de la crise afin de vous permettre en fait d'alimenter le contenu des rapports de situation, ce qu'on appelle les SITREP, rapports de situation, c'est les moments où toute l'équipe de crise se retrouve afin d'échanger les informations et pour être au même niveau d'information afin par la suite de pouvoir prendre des décisions et sortir de la crise. La deuxième chose, et c'est là où ce principe est intéressant, c'est d'orienter l'orchestration des équipes par rapport aux informations qu'on a saisies. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et puis aussi d'influencer la direction stratégique de votre résolution de la crise, qui lui est le troisième pilier. Donc encore une fois, c'est interconnecté et ça interagit les uns sur les autres afin de pouvoir opérer et lancer le processus de manière continue. Ça, c'est pour le premier pilier. On peut maintenant passer au deuxième pilier, qui est en fait l'orchestration des équipes dans le prochain slide. Donc, souvenez-vous, encore une fois, une crise est une situation systémique extraordinaire à fort impact stratégique et qui requiert des moyens de résolution extraordinaires. Donc, afin de s'assurer d'avoir toute l'agilité nécessaire, il nous faut le plus possible nous éloigner du format traditionnel vertical de nos organisations, ici, comme vous pouvez le voir dans l'illustration de l'organigramme numéro 1. Il nous faut renverser ce modèle et extraire de cette structure principale une cellule de crise à organisation horizontale. Donc là, vous le voyez illustré dans le schéma numéro 2, qui lui permettra en fait, et duquel découlera une constellation de connexions interopérables. Là, c'est l'illustration numéro 3. Donc encore une fois, on passe d'un modèle vertical à un modèle horizontal, c'est la cellule de crise. Et en fait, la résultante du travail de cette cellule de crise, c'est donc un réseau, une constellation de connexions interopérables. Pourquoi une organisation horizontale? C'est également appelé d'ailleurs hiérarchie plate. Elles ont une structure relativement décentralisée avec presque aucun niveau de gestion. Ce type de structure permet une plus grande flexibilité et une prise de décision en fait très rapide. En outre, la communication est souvent plus directe et plus efficace dans une organisation horizontale, ce qui peut faciliter le partage d'informations importantes et la coordination des efforts.
Maintenant, la résultante de cette cellule de crise, comme j'ai mentionné avant, c'est cette constellation de connexions interopérables. Et ça, c'est un état final recherché par la cellule de crise et par l'ensemble des parties prenantes. Cette constellation, en fait, est un réseau de communication, d'information et d'actions informelles qui va permettre à l'ensemble de ces acteurs de devenir, comme je l'ai dit avant, les yeux et les oreilles de la cellule de crise, et plus communément appelés les senseurs et effecteurs. Rappelez-vous, activez mes senseurs et mes effecteurs. Mais afin d'arriver à mettre cela en place, il est quand même conseillé de procéder en 3 étapes. Composer, synchroniser et responsabiliser. Tout d'abord, il faut composer. Là, il s'agit d'identifier les expertises nécessaires qui feront partie de votre cellule de crise, qui seront les membres et pour quelles raisons et sur quelle justification. Ensuite, il faut confirmer et ou redéfinir peut-être les rôles et les responsabilités de chacun. Donc oui, vous avez peut-être une organisation de gestion de crise qui est fixe avec des rôles, etc. Mais peut-être que ces rôles ne répondent pas parfaitement à la crise. Et c'est pas grave de les adapter. Mais il faut en être conscient, il faut le communiquer. Ensuite, il vous faut soutenir les dynamiques internes afin de s'assurer de la création d'une culture de confiance dans la cellule. C'est horizontal, très peu de hiérarchie, afin qu'elle soit le plus efficace possible. Il faut que les gens se sentent en confiance, qu'il y ait des sentiments qui peuvent parler de manière ouverte pour venir avec des idées, comme on l'a vu au dernier webinaire, avec des idées contre-intuitives, et ne pas avoir peur du jugement des autres. Donc, il est vraiment essentiel qu'il y ait cette ambiance de confiance dans la cellule. La deuxième étape, il faut synchroniser. Donc, établir un rythme de bataille. Le terme est un peu martial, je vous prie de m'en excuser, mais en gros, c'est définir quand les équipes se rencontrent et avec quel objectif. Ici, on retient plusieurs formes de rapports. Il y a le rapport d'initialisation, le rapport d'orientation, ensuite le rapport de situation que j'ai mentionné avant, qui techniquement est vraiment le rapport principal dans une cellule de crise. Et ensuite, vous avez le rapport de décision, et qui, celui-ci, est basé sur le troisième pilier que je vais vous montrer après. Il vous faut aussi coordonner les actions. En temps de crise, vous allez faire face à un volume extrêmement important d'actions à gérer, de personnes à coordonner, d'équipes à mettre en contact, etc. Il est donc nécessaire d'avoir une vue d'ensemble, soit par le biais d'une matrice de synchronisation, soit par un plan horaire, mais qui doit être visible à tous et accessible à tous. Et grâce à ça aussi, vous pourrez réidentifier ce qu'on a dit avant dans le premier pilier, qui sont les deltas, les fameux deltas de différence entre où je me trouve aujourd'hui et où est-ce que je devrais me trouver dans ma sortie de crise. Enfin, il vous faut pouvoir, dans cette synchronisation, fournir et réattribuer des ressources nécessaires aux différentes équipes. La composition, et ça c'est très important parce que on a entendu beaucoup de choses ces dernières années, mais la composition d'une cellule de crise, de par la nature de la crise, n'est pas quelque chose de figé, n'est pas quelque chose qui est dans le marbre. Il est possible que l'articulation du début ne soit pas la même au milieu ainsi qu'à la fin. Donc, les ressources changent selon le dénouement de l'action et aussi selon l'environnement. Donc ici, ne pas avoir peur de composer un petit peu différemment au fur et à mesure. La dernière étape est celle de responsabiliser. Et ça, je pense que peut-être c'est le plus difficile, et moi le premier, et nous tous, de se dire, il faut responsabiliser les équipes, leur donner une forme de pouvoir décisionnel afin qu'elles puissent générer encore plus d'agilité. Donc, il vous faut d'abord donner une vision des objectifs clairs à vos équipes. Le chef de la cellule de crise doit, en fait, comme un capitaine de bateau, définir un cap. Cette contribution stratégique, elle doit être articulée de manière à ce que l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices comprennent ce qu'on attend d'eux. J'aimerais bien citer en exemple le CEO de Johnson & Johnson, James Burke, qui sauva la marque Tylenol après un empoisonnement criminel des capsules en 1982, et qui donna en fait uniquement 2 objectifs très clairs à sa cellule de crise, et qui étaient 1, je veux savoir comment protéger les gens, 2, comment sauver notre produit. Voilà, une ligne directrice très claire. Et en donnant ce cadre-là, cette intention, vous aidez vraiment vos équipes à pouvoir travailler dans la bonne direction. Mais il vous faut, en tant que chef de cellule de crise aussi, donner cette direction de manière claire et constante. Ensuite, il s'agit de donner pour mission la création de ces fameuses constellations de réseau et de favoriser l'interopérabilité des équipes en leur donnant aussi cette liberté de manœuvre. Donc, non seulement la confiance, les responsabiliser, mais leur donner une capacité d'agir. Bien sûr, ce n'est pas le chaos, hein, pas tout le monde fait ce qu'il veut, mais les gens doivent pouvoir prendre des initiatives de manière élargie. Et enfin, encourager la prise d'initiative décisionnelle et surtout l'échange informationnel. Mais naturellement, vous allez le voir, quand vous allez créer cette constellation, quand vous allez mettre en place cette cellule de crise, et vous allez aider les gens à les encourager à interagir avec ces parties prenantes ou ces éléments-là, que ce soit aussi interne ou externe à votre organisation, naturellement, il va y avoir un échange d'informations dans ce sens-là. Merci pour le prochain slide, c'est celui-là.
pour le dernier pilier. Le dernier pilier, lui, comme je l'ai dit au début, a pour objectif de nous forcer à ralentir afin d'accélérer. Donc je vous l'accorde, encore une fois, c'est un comportement qui semble un peu contre-intuitif en temps de crise, où on vous recommande d'ailleurs souvent la rapidité comme élément crucial de la réussite. Il s'agit ici en fait de prendre le temps de décomposer la crise afin de la résoudre de manière la plus holistique possible, donc de la manière la plus complète possible, en prenant, en épousant, en embrassant toute sa complexité. Et ce processus, en 7 étapes, comprend les étapes suivantes. D'abord, l'appréciation de la situation. Ici, on reprend le contenu du premier pilier, donc de la phase 1 ou de la phase rouge, comme on l'a vu avant avec les couleurs, et on utilise ça comme base de réflexion de départ. Ensuite, on doit identifier les axes de travail. Dans la norme ISO, il parle de work streams, les anglo-saxons aussi. La traduction de norme de axe de travail me semble correcte. Et là, chaque axe doit porter sur une thématique différente. Je reprends l'exemple de la crise Tylenol, où le CEO Burke a identifié, lui, les axes suivants, qui étaient population, donc protection de la population, produit, identification du produit, des problèmes du produit et sauver le produit. Et enfin, réputation, réputation globale pour l'organisation. Ensuite, la troisième étape, ou l'étape suivante, c'est pour chaque axe de travail, le développement d'options pour la résolution du problème. Et là, par axe de travail, on développe 2 à 3 options maximum. Les options choisies, en fait, deviennent finalement l'intention du chef de la cellule de crise et l'état final recherché. Et puis les options que l'on n'aura pas sélectionnées deviennent en fait tout simplement votre plan de contingence ou des décisions réservées au cas où l'option choisie ne fonctionnerait pas. Et sur la base de cette décision, l'étape suivante est donc la formulation de cette intention par le chef de cellule de crise et la communication de l'intention et des directions et des lignes directrices à l'ensemble des parties prenantes. Enfin, il vous reste plus qu'à, mais c'est quand même une des parties la plus difficile, il ne vous reste plus qu'à synchroniser les axes de travail et suivre la bonne exécution de la décision. Donc ce processus décisionnel permet de manière efficace d'intégrer la réalité de l'environnement et son possible développement dans la prise de décision, de neutraliser l'ensemble des biais cognitifs par la décomposition de la crise ainsi que par la pensée par option. Ça permet aussi d'articuler clairement une intention ainsi que des objectifs clairs. Et puis ça permet enfin d'attribuer techniquement, de manière efficace, les ressources allant exécuter la décision ainsi que de coordonner l'ensemble des actions déclenchées. C'était le bon slide, c'est pas grave, merci. Belle coordination. Synchronisation, c'est ça exactement, Laetitia. Pour terminer, en fait, cette présentation de la réponse à la crise, je me suis bien conscient que en très peu de temps, je viens de partager avec vous beaucoup d'informations. Donc, par ce slide que vous regardez maintenant, j'ai essayé dans un schéma final de représenter de manière simplifiée, en fait, le circuit d'un processus décisionnel en temps de crise. Et pour information, ce schéma reprend et complète parfaitement les lignes directrices de ISO 22361 qui ont été expliquées par Laetitia plus tôt. Donc, si on récapitule les étapes ensemble, cela donne, tout d'abord, compiler les informations. 2, apprécier la situation et ses impacts. 3, analyser les menaces et les développements futurs. 4, définir et prioriser les flux de travail. 5, développer des options par axe de travail et les choisir. 6, définir la direction générale et les objectifs. 7, synchroniser les axes de travail et développer les contingences. Et 8, assurer la bonne exécution. Et répéter ce processus jusqu'à que vous soyez sorti de la crise. Alors, vous allez me dire, c'est simple comme bonjour. Non, ça demande un petit peu d'entraînement, mais c'est quand même assez évident. Mais ça permet d'avoir une approche qui est structurée et holistique, encore une fois. Donc, j'espère que ces explications ont pu vous éclairer dans votre compréhension de la réponse à la crise. Mais comme évoqué plusieurs fois, la gestion de crise ne s'invente pas et nécessite quand même de la préparation et de l'entraînement. Mais cependant, elle est accessible à toutes et à tous. Et c'est définitivement pas une science opaque, je viens de le présenter aujourd'hui. Donc, c'est une pratique qui doit être connue de tous et surtout au service de tous. Et sur ce statement, Laetitia, je te cède la parole. Merci beaucoup, Gauthier, pour ces explications très détaillées. Dans un temps court, c'était challenging, mais merci beaucoup. Nous arrivons donc à la fin de cette session. Avant de conclure, je vous laisse nous adresser
vos questions dans l'onglet questions que vous trouvez sur votre droite. Nous allons prendre quelques minutes pour y répondre. Avant cela, je voulais prendre quelques instants pour vous représenter comment International SOS peut vous accompagner dans la politique de gestion de crise. Différentes manières de le faire, hein, que ce soit dans les capacités, donc avant et dans la préparation, notamment dans tout ce qui est stratégie, l'évaluation de la maturité, mais également l'organisation, le pilotage, dans la revue, la mise à jour, voire même la création de vos plans et documentation, donc de vos manuels de gestion de crise par exemple, mais également dans tout l'aspect formation, et nous intégrons là-dedans les aspects de sensibilisation, que ce soit pour les participants de vos cellules de gestion de crise, par des cours magistraux, mais également des exercices de type exercice de table en salle, ou même des simulations de crise en temps réel et en situation réelle. Et enfin, également avec un appui, cette fois-ci un petit peu plus opérationnel, avec notamment le déploiement de conseillers de crise avec du personnel spécialisé et également le déploiement de cellules froides de manière ad hoc ou enfin de gestion de crise événementielle. Voilà, je vous propose désormais de passer aux questions. Je vois que nous avons déjà quelques questions qui arrivent. N'hésitez pas à nous les adresser. Alors, la première question est d'ordre technique. Où se trouvent les webinaires au sein du site web? Vous allez recevoir de toute manière un email récapitulatif à l'issue de ce webinaire avec le replay de la session d'aujourd'hui, mais également les replays des précédentes sessions. N'hésitez pas à les diffuser en interne dans vos organisations. Et si toutefois vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre. Alors Gauthier, je vois quelques questions qui s'affichent. À qui s'applique l'ensemble des éléments présentés aujourd'hui et des normes? Est-ce la même chose pour les PME que pour les multinationales? Gauthier, peut-être nous aider à répondre. Ouais, c'est une excellente question. Cette méthodologie s'applique à l'ensemble des organisations, peu importe leur taille. Hier encore, ici à Genève, j'ai eu la chance d'accompagner une organisation, une NGO, donc une ONG, dans le développement de plans de gestion de crise et dans la préparation de la crise. La méthodologie est la même parce qu'en fait, la crise va toucher les organisations exactement de la même manière. Donc, la capacité de contrôler la situation, d'orchestrer ses équipes et de prendre une décision et de résoudre la crise respecte exactement le même schéma. À la seule différence peut-être, c'est que dans l'orchestration des équipes, dans des grandes multinationales, on a pas mal de ressources à disposition, on va dire un peu plus qu'une PME. Donc la PME doit, elle, dans sa réalité, jongler entre l'ordinaire qu'elle doit gérer et puis peut-être aussi l'extraordinaire en même temps. Donc jouer peut-être deux rôles, un rôle dans la cellule de crise et un rôle dans le daily business journalier. Donc, je pense que les PME ont un besoin encore plus fort de se préparer aux crises par le biais de simulation, afin de pouvoir entraîner et identifier où sont les pierres d'achoppement, où sont les points forts et les points de fébrilité de leur organisation. Comment aussi prendre ces trois piliers-là ou ces approches-là afin d'effectuer un travail en amont le plus grand possible pour éviter de se trouver dans des situations de crise principale. Aussi de faire une excellente cartographie des risques systémiques auxquels ces PME font face, encore une fois, pour éviter de se retrouver dans la situation de réponse à la crise. C'est vraiment l'objectif premier. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, le but, c'est de jamais y aller, en fait. C'est de jamais le faire. Et par des mesures de prévention, de préparation, d'information, de sensibilisation et d'entraînement et de formation, éviter de vous retrouver dans une situation critique qui elle, parfois, est un petit peu une roulette russe, malheureusement. Quand bien même vous avez toute l'énergie du monde et la bonne volonté du monde, la phase de la réponse à la crise peut aussi se terminer vers ce que les anglo-saxons appellent la downfall, donc la chute. Donc c'est vrai que c'est pas forcément la phase la plus confortable. Merci Gauthier. Nous avons reçu d'autres questions. Que recommandez-vous en termes de formation, notamment pour entraîner les trois piliers? C'est une excellente question, encore une fois. Merci de poser cette question. Bon, je pense que les exercices de simulation de crise, bon, moi, c'est un peu la chose que je préconise le plus possible parce qu'ils permettent d'une manière immersive
de vraiment tester le processus de décision, le processus de contrôle de la situation, le processus d'orchestration des équipes. Donc, je recommanderais toujours la simulation de crise. Mais parfois, c'est peut-être un peu trop tôt. Ou alors, l'organisation n'est pas prête ou elle préfère d'abord aller étape par étape, ce que je comprends tout à fait, c'est ce qu'on fait assez souvent. On peut aussi faire des exercices de prise à la décision par aussi des exercices de table, où on va mettre au milieu de la table une situation et puis on va discuter par le biais d'un dialogue tactique quelle serait la meilleure approche, comment identifier les axes de travail, quels éléments aller piocher pour le contrôle de la situation, quelles sources d'informations sont à disposition pour le scénario A peut-être, B ou C, un scénario d'accident majeur, un scénario de tireur actif, un scénario de catastrophe naturelle, etc. Ça, les entreprises peuvent déjà anticiper ça et par le biais de ces formations-là, se préparer. Et puis enfin, bien sûr, je pense par de la veille, par la lecture de signaux faibles, on peut récolter en fait différents éléments qui peuvent nous amener à développer des scénarios. Et sur ces scénarios-là, commencer déjà la base de réflexion à entraîner la prise de décision, le contrôle de la situation et l'orchestration des équipes. Donc tout ce travail peut être fait en amont par le biais des formations. Merci Gauthier. Et d'ailleurs, en lien avec ce que tu viens de dire, nous avons une question d'un participant qui nous dit, vous dites que la prise de décision en temps de crise doit se faire sur des informations précises et vérifiées. Or, l'information en temps de crise est par nature incomplète, voire fausse. Quel est votre conseil à ce sujet? C'est une Belle question. excellente question. Ah, c'est une question piège, mais c'est très bien. Mieux vaut prendre une décision réservée ou ne pas prendre de décision si on n'est pas sûr de l'information, ou prendre des mesures de protection complémentaires. Rechercher l'information, essayer de développer ses sources, aller vers d'autres sources, s'assurer de la véracité. Vous devez aussi vérifier une information, on dit 3 fois. Donc, du moment que vous avez pu la vérifier 3 fois, vous pouvez peut-être vous assurer au moins de cette véracité. Ensuite, rien ne changera jamais la capacité de compréhension du terrain. Donc, le plus possible, saisir de l'information que vous aurez de première main de personnes qui vivent la crise, de personnes qui sont dans le terrain et qui sont peut-être pas déconnectées comme peuvent l'être les cellules de crise parfois parce qu'elles sont trop loin, trop loin du problème. Mais c'est tout à fait normal, c'est pas de leur faute, c'est comme ça que l'infrastructure est faite. Donc, encore une fois, mieux vaut une prise de décision réfléchie et un peu plus protectionniste qu'une prise de décision osée sur une information erronée. Parce qu'encore une fois, vous allez réutiliser votre compréhension, votre contrôle de la situation, votre analyse dans votre prise de décision. Donc si vous basez vos réflexions sur une information erronée, votre prise de décision sera automatiquement erronée, en tout cas partiellement erronée. Donc, encore une fois, diversifiez vos sources, favorisez l'information terrain, corroborez vos sources, les informations que vous avez et ne travaillez que sur des faits et non pas sur des suppositions. Merci Gauthier. Nous avons évoqué en début de session donc, la norme 22361 et nous avons d'ailleurs une question à ce sujet qui est recommandez-vous la certification de cette norme? C'est une très bonne question. Je l'échange cette question plusieurs fois par jour avec nos différents clients. Beaucoup d'entre eux en fait sont intéressés d'être alignés à la norme ou aux lignes directrices dans un premier temps. Donc c'est ce que je leur recommande. Une certification est peut-être encore un petit peu prématurée. C'est tout à fait faisable. On peut déjà s'y aligner, mais on peut déjà prendre connaissance de la table des matières que tu as partagée avant Laetitia et voir est-ce que déjà on remplit le cahier des charges. Ce sont déjà des sujets dont on parle à l'intérieur de notre organisation. Par exemple, l'éthique. On sait que l'éthique, et on l'a vu par expérience, que les organisations vivant par leurs valeurs sortent beaucoup plus facilement d'une crise que celles qui, en gros, véhiculaient des valeurs auxquelles ils ne vivaient pas, auxquelles ils ne s'appliquaient pas non plus le mode de vie. Donc, déjà se poser ces questions-là, les questions sur le sustainability, sur la durabilité, comment est-ce que c'est aligné avec votre politique de gestion de crise ou avec votre pratique de gestion de crise. Le leadership, est-ce que vous avez déjà parlé en interne des différents types de profils dont vous avez besoin pour gérer la cellule de crise ou pour avoir les chefs de domaine à l'intérieur des cellules de crise? Est-ce que ces thématiques-là ont déjà été amenées? Donc, avant déjà tout de suite de parler de certification, qui sont des processus longs, un peu fatigants, qui demandent beaucoup de ressources, puis pas mal de fonds, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous asseoir avec un expert qui connaît ce domaine-là et puis de faire un exercice de comparaison sur ce que vous avez en place ou ce que vous aimeriez avoir en place et puis ce qui est recommandé dans la norme ISO. Mais j'ai bien aimé ce qu'a dit Laetitia au début du webinaire. Moi aussi, je ne suis pas toujours très fan des normes ISO, j'ai un peu de mal à les lire. Celle-ci, cette norme-là, moi, m'a vraiment fait plaisir.
Avec les quelques minutes qui nous restent, je vous propose de répondre à une dernière question et qui concerne cette fois-ci les exercices de gestion de crise. C'est une question qu'on reçoit d'ailleurs très souvent chez International SAS. Quelle périodicité recommandez-vous pour les exercices de gestion de crise? Alors, si déjà vous en faites une par an, alors on parle de simulation, donc quelque chose d'immersif où vous prenez une demi-journée à une journée, et même j'ai des organisations qui font une journée et demie. Là, mais vraiment, ça fait partie dans le cadre de développement personnel, dans le cadre d'exercices RH, etc. Ce que l'on recommande, hein, c'est assez fantastique parce que c'est du team building. En même temps, c'est une belle expérience et c'est une optimisation de votre travail d'équipe, de votre dynamique d'équipe. Donc là, les RH, elles ont vraiment un rôle à jouer en proposant ça comme team building. Ça peut être aussi un bon compromis. Et on rajoute à ça une classe magistrale ou pourquoi pas l'intervention d'un expert ou d'une personne qui a vécu une crise un petit peu différente. Là, c'est toujours un beau témoignage qui est apprécié. Donc, une fois par an, déjà, si vous faites une simulation de crise, c'est déjà très bien. Moi, je dirais 2 fois par an minimum, euh, une simulation de crise et une sensibilisation bottom-up. Donc, c'est pas de en haut jusqu'en bas, c'est vraiment de l'ensemble de vos collaborateurs doivent pouvoir jouir d'une information sur la sensibilisation à la crise, sensibilisation à la gestion de crise. Parce que la résilience d'une organisation se fait par l'ensemble de ses collaborateurs et pas uniquement par la cellule de crise. Donc, sensibilisation à la gestion de crise bottom-up, et puis une simulation de crise immersive. Et puis, si vous avez la volonté et la capacité, et puis aussi le financement possible, rajoutez à cela, bien sûr, du media training, donc de l'entraînement média pour de la com de crise. Comment faire un statement, comment regarder une stratégie de communication de crise, les pièges à éviter, réseaux sociaux, stratégie de communication pour les réseaux sociaux, etc. Vous ne vous trompez pas en prenant le temps de former l'ensemble de vos membres de cellules de crise ou l'ensemble des personnes amenées à faire partie d'une cellule de crise ou alors vos dirigeants locaux ou de business line à faire un media training. C'est toujours une bonne chose. Donc voilà, ma réponse est une réponse à demi-mot, mais je vous encourage de faire ça au moins une fois par an minimum. Merci beaucoup, Gauthier. Nous arrivons donc à la fin de cette session. Nous sommes ravis de vous avoir accompagné au cours de ces 3 webinaires. Pour rappel, nous avions fait une session sur les fondamentaux de la gestion de crise, les crises et l'humain et notamment les biais cognitifs et aujourd'hui la réponse à la crise. L'ensemble de ces replays et contenus vous seront adressés dans un email récapitulatif. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de répondre à l'ensemble de vos questions. Nous souhaitons une bonne journée et on vous dit à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.